Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième conférence en ligne de l'initiative Climate Change Urban Food. On va laisser 1 minute ou deux pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Nous avons environ 150 personnes inscrites aujourd'hui, donc on va laisser une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter et puis ensuite on commence. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue donc à cette troisième conférence en ligne de l'initiative Climate Change Urban Food. Je m'appelle Alban Gaspard, je suis la présidente de l'IUFN, International Urban Food Network, et avec mes collègues Édouard Marchand de la Fondation Nicolas Hulot et Alison Watson du Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette troisième conférence en ligne. Quelques petites questions logistiques avant de commencer. Vous avez vu qu'en tant que participant, votre micro est coupé, mais que vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants en utilisant le volet questions sur votre logiciel. Les questions vont être regroupées pour être posées aux intervenants. D'expérience, on reçoit beaucoup de questions dans ces conférences en ligne, donc on va essayer de les grouper pour avoir un temps de discussion à la fin des trois interventions. N'hésitez pas à poser vos questions pendant les interventions, cela permettra pour nous de savoir quelles questions sont posées. Quelques mots également d'introduction sur l'initiative Climate Change Urban Food, qui est une initiative conjointe de la Fondation Nicolas Hulot, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'International Urban Food Network. C'est une initiative qui a pour but d'explorer les liens entre le système alimentaire urbain et des régions urbaines et les questions de changement climatique, à la fois en termes de contribution des activités qui nourrissent les régions urbaines au changement climatique, mais également en termes de vulnérabilité et d'adaptation des systèmes alimentaires urbains aux impacts du changement climatique. Lors de cette initiative, nous avons donc organisé 4 conférences en ligne, dont cette conférence-ci est la troisième. Nous serons également amenés à publier 2 petits films qui permettront de faire le tour de la question en quelques minutes. Et nous publierons dans début 2016 un Policy Perspective Paper qui fera la synthèse de ce que nous avons appris lors de ces webinaires et qui formalisera des recommandations d'action publique. C'est un projet qui est soutenu par la Fondation de France et si vous souhaitez vous tenir au courant de l'actualité du projet, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Vous avez le hashtag qui est inscrit sur cette diapositive. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui vient souvent quand on parle de lien entre changement climatique et alimentation durable des territoires, qui est la question de l'alimentation locale et des circuits courts. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenants parmi nous aujourd'hui qui vont chacun apporter un éclairage sur cette question. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Yona Chifolo de l'INRA, Gwenal Raton de l'IFSTAR et Blaise Berger du FRC VAM Bretagne, qui vont chacun prendre la parole pour une dizaine de minutes et qui ensuite répondront aux questions que vous vous posez sur ce sujet. On va commencer tout de suite avec Yona Chifolo, qui est donc ingénieur agronome et chercheur en sociologie à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et qui a été une des pionnières en France sur le travail sur les circuits courts alimentaires, et qui va nous faire un éclairage sur la question des impacts environnementaux des circuits courts alimentaires. Alors, nous allons avoir une petite manipulation technique pour donner la parole à Yona Chifolo et pour qu'elle puisse montrer
son écran. Donc, je vais vous demander donc d'avoir quelques minutes, une petite minute pour montrer l'écran de Yuna. Voilà. Donc Yuna, on voit votre présentation. Je pense qu'on vous entend également, donc on vous laisse la parole. Ok, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Vous n'hésitez pas justement à me dire si ça coupe ou quoi, on essaie de trouver une solution. Très bien, donc bonjour à tous. C'est un peu impressionnant de parler finalement à 150 personnes sans les voir, mais c'est aussi intéressant d'avoir ces nouveaux formats pour éviter justement peut-être des déplacements et surtout échanger davantage. Donc moi je vais parler de circuits courts alimentaires puisque c'est le sujet effectivement sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Dans sa dimension environnementale, qui n'est pas forcément celle sur laquelle je travaille le plus, étant donné que je suis plutôt socio-économiste, mais pour autant, je vais essayer justement de vous montrer différents résultats de recherche-action, puisque c'est une des spécificités qu'on a dans notre département, le SAD de l'INRA, pour essayer justement de voir avec vous quels sont aussi, quel est l'intérêt d'avoir des nouveaux indicateurs pour aborder cette durabilité environnementale, mais aussi peut-être de penser à de nouveaux outils, des outils simples sur lesquels on peut justement en profiter pour rendre les citoyens acteurs de la durabilité et pas simplement receveurs de normes ou de sanctions vis-à-vis de l'environnement. Alors, je vais commencer donc dans un contexte qui est celui de fortes attentes de la part des consommateurs vis-à-vis des circuits courts. Alors j'entends d'abord circuits courts comme d'abord, enfin, selon la définition qui est donnée par le ministère de l'Agriculture, à savoir maximum un intermédiaire entre producteurs et consommateurs, donc des circuits qui ne sont pas forcément locaux, ni de proximité géographique. Mais les consommateurs, donc on voit, on a fait une enquête nationale dans le cadre d'un projet qui s'appelait Projet CODIA, donc associent assez rapidement circuits courts et produits biologiques. 50% en fait associent circuits courts et produits biologiques. Alors, est-ce que ça correspond à la réalité? En fait, pas forcément si on se cible, enfin si on focalise sur l'agriculture labellisée, puisque selon le recensement agricole de 2010, 10% des exploitations qui vendent en partie leurs produits en circuit court sont labellisées bio, ce qui est déjà beaucoup plus, 5 fois plus que les exploitations qui sont en circuit long, puisque on est sur un rapport, on est plutôt donc à 2%. Par contre, on n'a pas d'infos sur les pratiques des autres, c'est-à-dire que on sait que en circuit court, beaucoup de gens peuvent avoir des pratiques proches du bio, sans pour autant être labellisés, parce que ça coûte cher ou parce qu'il y a quelques traitements préventifs ou curatifs. Donc, on n'a pas d'infos finalement sur les pratiques. Ce sujet, donc, le lien entre circuit court et environnement est très controversé depuis en fait un article de 2005 qui avait voulu comparer la consommation d'énergie finale de différentes chaînes d'approvisionnement internationales et régionales, avec l'exemple de la viande d'agneau, donc en montrant que cet article avait montré qu'il était moins coûteux d'un point de vue énergétique, c'était calculé en kilowattheure par kilogramme de viande, de faire venir de l'agneau congelé de Nouvelle-Zélande que en Allemagne, donc par rapport à un approvisionnement qui pouvait venir d'une production régionale. Donc sujet très controversé depuis, sur lequel en fait l'enjeu est surtout d'approfondir cette comparaison locale globale et de l'élargir en essayant justement de ne pas se limiter à cet indicateur kilowattheure par kilo et d'essayer justement de voir les différents indicateurs environnementaux intéressants. Donc je vous mets ici juste quelques éléments de résultats d'un projet de recherche européen dans lequel nous sommes investis et donc qui compare les performances des chaînes locales et globales sur 5 familles de produits, y compris la viande, les fruits et légumes, et sur 5 dimensions, et notamment la dimension environnementale. Donc nous, on a travaillé sur l'exemple de la tomate fraîche, entre autres, en comparant des tomates produites dans la région d'Almeria en Espagne, consommées achetées dans des supermarchés en France à Montpellier, avec une filière locale de producteurs en vente directe ou vendant sur les marchés locaux, avec une consommation locale. Ce que l'on voit, c'est que on s'est intéressé à différents indicateurs environnementaux, depuis l'utilisation d'énergie fossile
d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la contribution à la biodiversité, donc à travers le nombre d'espèces. Donc on voit que les performances, les scores des chaînes locales, alors en particulier, donc on va le voir après, on a considéré 2 modèles de production bio et non bio, bio et conventionnel, donc on voit que les scores des chaînes locales sont beaucoup plus, sont plus intéressants que les chaînes globales, ce qui amène à relativiser donc l'exemple de la viande d'agneau. Mais surtout, on s'est intéressé à d'autres indicateurs comme la préservation des sols, l'entretien des paysages, la réduction des pertes de produits le long de la chaîne, la préservation des ressources en eau, la réduction des déchets matériels ou les pratiques de mitigation de la pollution environnementale. À chaque fois, la chaîne locale, donc, alors cette fois c'est plus basé sur des chiffres mais sur des scores finalement de bonnes pratiques qui sont validés par des experts, donc ont été définis de façon participative donc avec un groupe d'experts qui montrent qu'à chaque fois les chaînes locales ont des meilleurs scores que les chaînes globales. J'ai laissé les coordonnées du site, vous trouverez plus largement donc, ce projet donc, qui est terminé, donc présente un ensemble d'évaluations environnementales de différentes chaînes au niveau européen et qui globalement montre, et donc avec vraiment des recherches scientifiques derrière, donc un intérêt fort des chaînes locales par rapport aux chaînes globales. Autre point sur lequel que je voulais partager avec vous, c'est que au-delà donc premier enjeu, élargir les indicateurs et puis peut-être multiplier avec les comparaisons locales globales. Deuxième chose, accompagner et évaluer les changements de pratique, puisque l'enjeu est surtout d'organiser la transition depuis un système alimentaire peut-être avec certaines limites du point de vue environnemental vers un système plus durable. Je vous présente l'exemple d'une démarche, une démarche qui s'appelle Ici c'est local, qu'on a mise en place avec une collectivité. Il s'agit de signaler des produits locaux durables en circuit court sur les marchés de plein vent et en magasin, sachant que l'intérêt est justement de ne pas définir de façon normative ce que sont les produits locaux durables, mais de confier la définition et le contrôle par un comité local, donc dans l'idée d'un système de garantie participatif. Cette démarche, donc, ça consiste à indiquer par une couleur l'origine des produits sur les marchés, donc avec 3 types d'étiquetage, des produits issus de la vente directe. Alors, je vous présente l'exemple tel qu'il a été initié à Gravelle, qui est une des premières communes à avoir mis en place ce système, qui est en train de se diffuser dans quelques autres communes de France, encore à titre expérimental. Les produits locaux sont définis comme des produits dans une distance de 200 km, des produits de saison, qui ne sont, avec la définition durable telle qu'elle a été donnée par le comité local, qui, en fonction de l'histoire de son territoire et des défis environnementaux qu'il voulait relever, donc a privilégié les produits de saison et interdit les serres chauffées et l'élevage industriel. Les produits étiquetés orange correspondent à des produits issus d'un circuit court avec un intermédiaire qui se porte garant du producteur, dont il connaît les pratiques et des pratiques qui correspondent aussi à ces critères de 200 km, produits de saison et pas d'élevage industriel. Et puis des produits étiquetés violet qui sont des produits hors circuit court, donc plus éloignés, mais quand même le comité local cette fois a voulu mettre l'accent sur les produits de saison. Ce qu'on a vu, on a observé les changements de pratique de cette démarche finalement plutôt simple au départ, puisqu'il s'agit, on se base sur l'existant, à savoir l'étiquetage des produits dans le marché, et on est en train de l'expérimenter aussi dans un rayon de fruits et légumes d'un petit supermarché. Donc ce qu'on a pu voir, c'est deux effets en termes de changement de pratique. Premièrement, chez des producteurs, alors producteurs non militants, puisque c'est ceux qui étaient participants à ce marché, une écologisation des pratiques et une diversification des produits pour augmenter les étiquettes vertes. Et chez les consommateurs ordinaires, donc ordinaires au sens où là aussi il s'agissait de consommateurs non initiés, ou pas engagés dans des démarches environnementales. Donc on a pu constater par la mise en place de cette démarche l'augmentation de la consommation des produits de saison, y compris dans la grande surface, donc transférer finalement des pratiques d'achat dans la grande surface avec une diminution, voire un arrêt de l'achat de produits frais en grande surface et une attention accrue à l'origine, y compris justement lors des achats en supermarché. Alors, qu'est-ce qui explique ça et quels sont les facteurs de changement liés à la démarche? C'est à la fois que dans cette démarche, donc d'abord en circuit court et avec signalisation de l'origine des produits, mais surtout contrôle et participation locale. Donc à la fois, en fait, ce qui fait changer,
quels sont les mécanismes un peu sous-jacents, c'est des réseaux de conseil entre producteurs, du contrôle social, une émulation entre les producteurs avec un contrôle vis-à-vis de ceux qui pourraient éventuellement tricher, et donc sachant que les uns et les autres se connaissent bien, mais en même temps s'entraident pour essayer justement d'aller plus loin dans la démarche environnementale. C'est aussi la pression exercée ou ressentie, parce que pas forcément exercée par des consommateurs qui n'osent pas poser certains nombre de questions, mais en tout cas c'est comme ça que le vivent les producteurs. Et puis surtout, une information par rapport à la transparence, par rapport à l'origine des produits, par rapport à... On ne fait pas semblant que circuit court égale bio, on dit bien quels sont les critères aujourd'hui, et c'est des critères évolutifs en fonction justement de la réalité du territoire et puis de son avancée, puisque déjà les critères environnementaux ont été remis en question, redébattus 3 fois dans l'exemple de Gravel et dans les autres communes qui mettent ça en place, les critères ne sont pas les mêmes puisque les histoires de territoire ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important, c'est que c'est une information qui a du sens localement, qui valorise la participation. Et donc c'est par rapport à ceux qui penseraient que c'est une marque de plus, en fait, ce n'est pas une marque de plus, même si c'est protégé parce que c'est de façon à ce que ce soit un système, donc en tout cas bien défini, mais c'est une démarche gratuite et qui surtout se base justement sur une participation locale. 3 conclusions. Donc par rapport aux éléments que j'ai pu vous présenter, donc il est important d'élargir les indicateurs environnementaux, notamment parce que l'analyse, les analyses trop simples ne rendraient pas compte des différents enjeux environnementaux qui peuvent être abordés par l'alimentation locale, les circuits de proximité, en particulier je pense à l'agrobiodiversité. Il est important de favoriser la transition agroécologique, donc les changements de pratiques, que ce soit du côté du producteur ou des consommateurs, avec des outils simples. Par exemple, il y a plus de 5000 marchés en France, et donc signaler l'origine des produits peut être, on le voit avec l'exemple de Gravel, donc avec une démarche intéressante puisque simple à mettre en œuvre et pouvant se diffuser dans les différentes collectivités. Rappelons que les marchés sont sous l'autorité des collectivités, donc c'est un outil à la disposition des collectivités urbaines pour agir. Et puis surtout, rendre les citoyens acteurs de la durabilité. On le voit dans l'exemple de Grabel, la participation des citoyens à définir ce qui est local déjà leur permet de comprendre les enjeux de la durabilité environnementale en particulier, et construire leur démarche, donc sans justement penser que ça doit venir de l'extérieur, de l'État, de sanctions, de nouvelles normes, mais bien une construction locale. Je vous remercie, donc je vous mets ici les contacts, voilà, pour à la fois du projet Glamour, donc vous aurez l'ensemble des résultats, je vous dis, sur beaucoup de familles de produits, et puis des informations pour la démarche ici c'est local, si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Merci beaucoup, Luna. Nous avons eu une question pendant votre intervention sur la question de la définition du circuit court, et peut-être que du coup je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez y répondre avant de passer aux autres interventions. C'était une question sur la définition des circuits courts et la différence entre circuit court et circuit court de proximité. Ok. Donc pour l'instant, la définition française des circuits courts est simplement liée au nombre d'intermédiaires. Donc c'est un intermédiaire maximum entre producteur et consommateur. Volontairement, la distance n'a pas été... Donc moi j'ai participé au groupe de travail qui a conduit à cette définition. Volontairement, la distance n'a pas été prise en compte parce qu'en fait il n'y avait pas d'accord déjà. Premièrement, parce que est-ce que ça s'agit de 80 km, 200 km, selon les territoires, c'était vraiment, ça peut être très différent quand on est au centre de la France ou quand on est dans des zones par exemple comme Montpellier où s'approvisionner à 80 km est très, très limitant puisque surtout on boirait du vin mais on n'aurait pas forcément beaucoup de produits à consommer. Et puis pour inclure la vente par internet. Pour autant, dès le plan d'action du ministère, ont été privilégiés des circuits courts et de proximité, donc plutôt dans une dimension régionale, au sens où il n'est pas toujours simple d'avoir une offre diversifiée dans des territoires de production. Ce qui est intéressant, alors je participe aussi à la définition, l'évolution de la définition européenne, qui met aussi beaucoup plus l'accent sur la dimension locale. Alors, il n'y a pas de... sur les circuits de proximité, sachant qu'il serait contre-productif de mettre un seuil
notamment parce que des éleveurs, par exemple, qui sont au centre de la France, qui ont très besoin de venir vendre leur viande en ville, au sens où dans des zones très peu peuplées, donc font quand même une certaine distance, et les exclure des démarches d'alimentation, enfin des circuits courts, pourrait être socialement et économiquement contre-productif vis-à-vis des petits producteurs qu'on essaie qu'on cherche à soutenir par rapport à ces circuits. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui fait une très bonne introduction au sujet, à la complexité du sujet et aussi du coup à la nécessité de travailler au niveau local et de façon participative à la définition des circuits courts et des critères environnementaux. Donc merci Yuna. On va faire une petite manipulation pour repasser sur la présentation de Gwenaëlle Raton. Je vais vous demander une petite minute. 2. Voilà. Et donc nous allons passer maintenant à la présentation de Gwenaëlle Raton qui travaille à l'IFSTAR et qui a travaillé sur un projet de recherche en région Nord-Pas-de-Calais dont elle va nous présenter les résultats, qui s'appelle Allo Circo et qui a travaillé à la question de la logistique des circuits courts et de leur amélioration. Alors, Gwenaëlle est avec nous, donc nous allons... je vais allumer ma caméra et je vais vous montrer, voilà. Et je vais lui laisser la parole, là aussi, pour une petite dizaine de minutes de présentation. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, j'ai intitulé ma présentation circuit court alimentaire et enjeux logistiques. Effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qui s'appelle Allo Circo pour alternative logistique en circuit court dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour commencer, on peut faire ce constat général qu'on observe aujourd'hui un fort engouement pour les circuits courts. Alors, parmi les raisons de cet engouement, on retrouve une attente en termes d'impact environnementaux moindre qu'en circuit long, notamment du fait que les distances parcourues sont plus faibles. Alors, que disent les recherches sur ce thème? En fait, les moindres distances parcourues par les produits locaux ne suffisent pas à affirmer leur qualité environnementale. Tout d'abord, parce que, selon la littérature, ce qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas le transport, mais c'est bien la production. Ensuite, concernant le transport à proprement parler, qui est l'objet de nos recherches, on voit, comme l'a évoqué Yuna Chifolo, un bilan environnemental en demi-teinte, c'est-à-dire que suivant les évaluations, les territoires et les circuits choisis, on n'arrive pas au même résultat en termes de bilan environnemental. En fait, ramené au kilo de produits transportés, les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre peuvent être parfois plus importantes pour les circuits courts. Donc, le principe est le suivant. J'ai pris ici une phrase d'un rapport de l'ADEME que je trouve particulièrement clair pour expliquer ce mécanisme. Ce mécanisme est le suivant: de grandes quantités transportées sur de grandes distances, de manière optimisée, le terme est important, peuvent avoir un impact GES par tonne transportée beaucoup plus faible que de petites quantités transportées sur de faibles distances par des véhicules utilitaires légers qui reviennent souvent à vide. Alors, les travaux de Pirog ont été les premiers à poser la question du transport et de son impact dans le cadre des circuits alimentaires. Ce premier tableau montre que les circuits conventionnels, donc c'est la première ligne du tableau, ont un bilan moins favorable en termes d'émissions et de kilomètres parcourus. Cependant, si on regarde les deux dernières lignes du tableau, donc local, il s'avère que le circuit local, donc qui est l'approvisionnement direct des consommateurs par le producteur, offre un bilan moins favorable que le circuit régional, donc qui est indiqué juste au-dessus dans le tableau. Alors la raison, c'est que dans les circuits régionaux, on a finalement des flux qui sont plus concentrés, avec un nombre de points de livraison qui sont plus réduits, donc des trajets plus réduits, et puis des trajets qui sont effectués avec des véhicules qui ont un taux de chargement d'une plus grande capacité. Donc cela confirme bien que le circuit plus local n'est pas nécessairement le moins émetteur
de gaz à effet de serre et qu'il y a un fort enjeu lié à l'amélioration des taux de chargement. Alors, pour être complet sur le bilan environnemental, il faut également prendre en compte le déplacement des consommateurs et également les dépenses d'énergie liées aux différentes étapes de la chaîne logistique. Alors, les travaux ici de Rizet démontrent l'importance de ces deux facteurs. Il a comparé différents circuits d'approvisionnement de fruits et de légumes et il montre que le trajet effectué par le consommateur peut représenter jusqu'à 94% des émissions d'un circuit. Donc, ce chiffre de 94%, il est valable pour le cas de la pomme qui est vendue directement à la ferme dans le Limousin. En tout cas, ce graphique, il montre clairement que même si le produit parcourt peu de distance, son bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre peut être défavorable dans la mesure où les quantités transportées sont vraiment faibles, voire très faibles, et les petits trajets très nombreux. Alors, je vous ai donné là deux exemples, mais ce qu'on peut conclure plus largement, c'est que la distance est donc vraiment loin d'être le seul facteur à prendre en compte. Il faut aussi étudier les modalités de transport, c'est-à-dire le taux de chargement, le type de véhicule, le fait qu'il y ait ou pas un retour à vide, et puis comment s'organise la livraison, c'est-à-dire est-ce qu'elle se fait en tournée ou en trace directe. Il faut également étudier les modalités et la durée du stockage et les caractéristiques du point de vente, puisque ces points de vente peuvent être plus ou moins énergivores. Et puis les temps et les modalités de conservation de ces produits. Il faut également pouvoir étudier le déplacement des consommateurs, comme je l'ai évoqué, dont la distance, mais aussi le volume et la valeur des produits achetés, notamment s'il s'agit aussi d'un trajet dédié à l'approvisionnement. Aussi, d'autres motifs sont à intégrer dans ces déplacements. Et puis, plus rarement encore intégré jusqu'à présent que le déplacement des consommateurs, c'est le déplacement des employés pour avoir vraiment une vision exhaustive. Alors, finalement, on a effectivement un bilan environnemental en demi-teinte qui pourrait finalement trouver son origine dans les stratégies de transport des agriculteurs qui se font le plus souvent de manière individuelle. En fait, assurer soi-même le transport de quantités parfois faibles est à la fois chronophage et coûteux pour les agriculteurs et donc peut conduire à des trajets relativement polluants. Alors, l'organisation logistique, je l'ai évoqué tout à l'heure, est ici un paramètre important puisque les acteurs des circuits courts, intermédiaires, producteurs ou clients, sont principalement confrontés à des problèmes d'ordre organisationnel. Donc, qui concernent notamment le fait de pouvoir concilier les activités de production, de commercialisation, voire de transformation. Et parmi ces problématiques, il y a effectivement un vrai enjeu à regarder les aspects logistiques et de transport qui ne sont pas toujours intégrés. Alors, dans le cadre de ces réflexions, le projet AlloCirco, donc un projet de recherche mené en partenariat entre la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, l'IFSTAR et le CEREMA, un outil de calcul a été élaboré pour pouvoir évaluer la performance des organisations logistiques de circuits alimentaires, et ce de deux points de vue. D'un point de vue de l'exploitant agricole, donc c'est le premier graphique qu'on voit sur les coûts d'exploitation, et puis d'un point de vue de la collectivité, en estimant les coûts environnementaux. Alors, cet outil se distingue un petit peu de ce qu'on a trouvé dans la littérature jusqu'à présent, puisque on est bien dans une monétarisation de ces trajets, à la fois du point de vue de l'agriculteur et du point de vue de la collectivité. Et puis, pour les aspects coûts environnementaux, on en prend en compte non seulement les émissions de CO2, ce qui est assez classique, mais également l'ensemble des émissions, notamment les polluants atmosphériques qui ont un impact local, et notamment sur la santé des habitants. Alors, Ludovic Vaillant et Bertrand Zogal ont mené une analyse sur un projet d'approvisionnement de la restauration collective dans le Douaisis. Et ils ont, pour ce faire, donc, élaboré plusieurs scénarios qui visaient à évaluer les différents types d'organisation logistique. Alors, on a un premier scénario qui est le scénario 0, qui montre où on a des agriculteurs qui livrent de manière individuelle, en trace directe, plusieurs établissements scolaires,
Donc si on prend le cas de 5 agriculteurs qui livrent 5 établissements, ils vont faire 5 trajets différents. Donc là, on est dans un scénario 0, où on n'a pas d'optimisation particulière. C'est malgré tout quelque chose qu'on rencontre, puisque il n'y a pas forcément la possibilité d'organiser avec le client des jours de livraison. Le scénario 1 est un scénario où on a des agriculteurs qui vont livrer également de manière individuelle chacun des établissements scolaires, mais cette fois-ci, ils vont le faire en tournée et en une fois, quand c'est possible. Donc ça veut dire que chacun des 5 agriculteurs vont livrer chacun des 5 établissements, cette fois-ci en tournée en une fois. Et un scénario 2, là, on a de la mutualisation via un grossiste, c'est-à-dire que chacun des agriculteurs va apporter sa production à un grossiste qui, lui, va livrer en tournée une fois l'ensemble des établissements scolaires et adapter la taille du véhicule utilisé à la quantité transportée. Et un scénario 3, qui est également la mutualisation, mais cette fois-ci entre producteurs. C'est un scénario alternatif qui prend en compte le fait que les producteurs n'ont pas toujours envie de passer par un grossiste. Et donc là, c'est un des producteurs qui rassemble la production et qui va livrer également en tournée l'ensemble des établissements. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces graphiques? On voit que les coûts varient d'un rapport proche de 1 à 5. Les livraisons individuelles en trace directe, donc c'est le scénario S0, s'avèrent les plus coûteuses pour les exploitants, donc si on regarde le coût d'exploitation, tandis que une livraison en tournée, même effectuée individuellement, apporte des gains significatifs. Donc c'est le scénario S1 qui apporte moins 58% de coûts. Les formes de livraison mutualisée apportent également des gains, donc des gains supplémentaires qui sont de moins 68% pour S2 et de moins 73% pour S3, donc par rapport à S0. Concernant les coûts environnementaux, on voit également des gains. On voit que on voit les mêmes principes finalement de ce qu'on voit pour les coûts d'exploitation, ce qui signifie qu'on aurait des gains économiques qui apporteraient également des gains environnementaux, ce qui est un levier d'action à envisager et à développer évidemment. De ces calculs, on peut retenir 2 choses. D'abord, le plus grand bénéfice provient de l'organisation des tournées et non de la mutualisation. Donc la mutualisation apporte effectivement, mais par contre, le plus grand intérêt est celui de la tournée. Par contre, ça demande une coordination avec le client qui n'est pas toujours facile. Donc il faut considérer ces problématiques organisationnelles qui permettent ou pas de réaliser des tournées. Et puis deuxième chose, les formes d'organisation collective couplées à des organisations en tournée, réduisent encore plus les coûts d'exploitation et les émissions. Par contre, de la même façon, ça demande une organisation, et là, cette fois-ci, une coordination non plus seulement avec les clients, mais aussi avec les producteurs, voire avec un grossiste extérieur. Alors, quelques pistes d'amélioration du transport. À l'échelle de l'exploitant, on voit tous les intérêts d'une limitation des besoins en transport. Donc par l'organisation de tournées, par le développement de la clientèle dans une aire géographique restreinte et par de la mutualisation. On voit aussi les bénéfices de l'externalisation du transport, c'est notamment très fort lorsqu'il y a des plus grandes distances à effectuer. On peut faire le constat que cette externalisation elle est encore marginale et qu'elle pose des problèmes d'acceptation aussi auprès des producteurs. Alors, pour en guise de conclusion, finalement, qu'est-ce qu'un circuit court durable? C'est une question qui est difficile puisque on a une très grande diversité de types de circuits courts, de circuits de commercialisation qui induisent des distances, des trajets, des possibilités d'organisation de tournée ou pas qui sont vraiment très complexes. Par contre, ce qu'on peut retenir de commun, c'est qu'un circuit court durable, c'est un circuit de produits de saison adapté à son territoire, qui est au plus près du consommateur, avec une logistique optimisée, c'est-à-dire qu'on va avoir une adéquation du véhicule aux quantités transportées, une optimisation du circuit, des trajets, des organisations de tournée, voire éventuellement le passage par des plateformes de regroupement. Et puis,
c'est des circuits qui ont un enjeu de développement de la mutualisation très important, mutualisation du transport et mutualisation également du stockage. Je pense qu'un des leviers d'action également réside dans l'amélioration des flux d'informations avec le développement et l'usage des TIC, puisque quand on parle logistique, on parle aussi gestion des flux informationnels, et on a pu le voir qu'il y avait un véritable enjeu sur cet aspect-là. Alors, le projet AlloCirco dont je vous ai présenté les résultats est un projet de 2 ans qui va finir à la fin de l'année. Donc, le rapport sera disponible en début d'année prochaine. En attendant, pour ceux qui le désirent, je vous invite à consulter cet article qui fait le point sur les vecteurs et les freins d'une logistique plus durable. En guise de conclusion, les principaux messages sont que les circuits courts en distance ne sont pas systématiquement les plus performants du point de vue environnemental. Il n'y a pas de lien de cause à effet direct. Par contre, il faut aller plus loin, rechercher les facteurs les plus importants pour justement garantir ce bilan environnemental. Ensuite, les circuits très localisés ont d'importantes marges d'amélioration de leur bilan environnemental et des efforts sont engagés notamment sur tout ce qui est d'ordre des organisations logistiques. Et puis, un des leviers, un des résultats de notre projet, c'est que finalement, il y a tout intérêt à sensibiliser les acteurs des circuits courts au calcul des coûts, mais également des temps de transport, ce qui est relativement peu fait. Et puis également au calcul des coûts environnementaux. Quand je parle de ces coûts environnementaux, c'est intégrer non seulement les gaz à effet de serre, comme c'est plus courant de le faire, mais également les polluants locaux. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, merci beaucoup Gwenaëlle pour cette synthèse qui montre très bien que le diable est dans les détails sur ces questions-là et qu'il faut aller étudier très en détail comment ces acteurs s'organisent pour pouvoir trouver des leviers d'amélioration. Alors, je vous propose que nous passions tout de suite la parole à Blaise Berger du FR Civam Bretagne qui va nous faire la suite finalement de votre présentation sur la question de cette amélioration des circuits courts d'un point de vue énergétique et d'un point de vue environnemental en général. Et donc de la même façon que j'ai fait une petite manipulation technique pour montrer l'écran de Yuna, je vais faire la même pour que Blaise, vous puissiez nous montrer votre écran. Voilà. Super. Blaise, on vous laisse la parole. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je suis assez heureux de partager cette expérience avec vous, qui est, comme la plupart des intervenants, nouvelle. Donc, je vais vous parler en fait des trajectoires environnementales des producteurs dans des systèmes alimentaires locaux et d'essayer de voir justement quelques leviers d'évolution des pratiques, sachant que la production représente, c'est les chiffres qu'on a en tout cas, plus de la moitié des gaz à effet de serre. Et donc c'est sur la production qui et peut-être les transports, on l'a déjà évoqué, ou d'autres leviers sont moins importants. Donc c'est vraiment la production sur lequel on s'est attaché. Et donc c'est quelque chose, c'est un élément sur lequel, au niveau des CIVAM, donc les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, donc c'est un réseau national qui a une attache très très forte sur ce point-là. Et donc le terme trajectoire est assez important, puisque on ne peut pas évoquer dans l'absolu ces éléments, puisque l'environnement n'est pas une préoccupation et pas un moteur, hein, a priori pour les producteurs. Enfin, c'est les retours de terrain qu'on a. Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, en fait, c'est que, on l'a vu par les différentes interventions, l'environnement, pour les consommateurs en tout cas, suscite une attente très forte.
Donc pour essayer de joindre les deux éléments, on est obligé de parler de trajectoire et d'un processus très progressif. Donc quels sont les éléments de contexte qu'on peut citer? Donc on a documenté en fait ce qu'on va vous dire à travers l'observation de terrain, où on a pu voir quels étaient les leviers d'évolution de pratique, quels pouvaient être ça. On a fait ça en lien avec des chercheurs, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelait RCC, référence circuit court, où on a commis la coordination d'une publication que vous voyez à l'écran. Et donc, un des éléments importants, c'est de dire que l'environnement, et donc ce sera un des éléments importants à prendre en compte, c'est que l'environnement, ça correspond à une dimension parmi d'autres. Et parce que la question qui nous taraudait en fait depuis qu'on s'est intéressé à cette question-là, c'est est-ce que les circuits favorisent l'adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Et il y a notamment un article qu'on a commis en 2008 là, et qui est paru au courrier de l'environnement. Donc on va commencer par les observations de terrain un petit peu. Donc on a pu observer par rapport à l'évolution des pratiques par rapport à cette question environnementale trois trajectoires. La première trajectoire, c'est donc on a étudié ça à travers en fait des producteurs qui ont différentes façons de commercialiser en fait, selon différentes formes de commercialisation. Donc le marché, donc c'est des points que vous voyez en vert, les points de vente collectifs, donc c'est les points que vous voyez en rouge, et les producteurs qui sont en e-commerce, et c'est les points que vous voyez en bleu. Et donc on a situé sur un diagramme ces producteurs-là, en fait, selon leur spécialisation en circuit court et selon leur évolution des pratiques environnementales. Et on a pu observer en fait trois grands ensembles. Le premier ensemble, c'est que en fait la mise en place d'ateliers en circuit court, en fait, ne va pas changer les pratiques environnementales. En fait, dans ce cas-là, la mise en place de pratiques en circuit court correspond plus à une opportunité. En fait, et par exemple, on va mettre en place un nouvel atelier de production, mais sans avoir de changement de pratique sur ces productions-là et en l'occurrence sur l'ensemble des autres productions. La deuxième attitude qu'on a pu observer, c'est la recherche de la qualité du produit. Et donc, c'est cette recherche de qualité du produit, par exemple, par un allongement de la durée d'engraissement, qui va générer en fait une évolution de pratiques environnementales, mais il n'y a pas de recherche plus particulière d'évolution de pratiques environnementales. Et donc, la troisième trajectoire qu'on a identifiée, c'est là qu'on est dans une recherche d'autonomie, et donc on concilie en fait une démarche d'optimisation économique avec une démarche d'optimisation environnementale. Et là, on arrive finalement à reconsidérer son système de production et à observer des changements de production, comme par exemple la baisse du volume de production. Et donc, de cette façon-là, on a pu observer du coup trois leviers qui pourraient permettre l'évolution des pratiques. Donc, le premier, c'est pour le producteur, en tout cas, c'est le souhait de fidéliser sa clientèle. Et donc, par exemple, on a pu observer que la couleur du gras, par exemple, pouvait conduire à un changement d'assolement et de pratique. Par exemple, dans la viande, pour obtenir un gras moins jaune, il faut diminuer la quantité de maïs. En tout cas, c'est une des possibilités. Et du coup, par rapport à ça, la réduction de la quantité de maïs peut avoir des changements en termes de pratiques environnementales. Le deuxième levier qu'on a pu observer, c'est un engagement vis-à-vis des pairs, c'est-à-dire que le collectif joue un rôle fondamental d'autocontrôle en fait des producteurs. Et c'est vrai que vis-à-vis des collègues,
dans un point de vente collectif, par exemple, s'il y a un collègue qui est qui a des pratiques non conformes au groupe, c'est tout le groupe qui va en subir les conséquences. Et donc du coup, les producteurs sont relativement attentifs aux remarques de leurs collègues. Et le troisième élément qui ressort, c'est du coup la reconquête d'une autonomie économique, et donc du coup par notamment la maîtrise des prix, hein, le fait d'avoir de nouvelles pratiques qui plus est environnementales va permettre de regagner un petit peu de marge en termes de reconquête d'une autonomie économique. Donc concrètement, en fait, comment ces trois leviers, comment ces trajectoires se mettent en place en fait dans notre réseau. En fait, on a utilisé ce qu'on a appelé, on a essayé de mettre en place des démarches de transparence pour que finalement le support environnemental, qui on le voit est sujet de controverses et pas forcément une préoccupation partagée par tous les acteurs en circuit court, puisse être un support de dialogue. Et donc, du coup, et ce qui était très important, c'est d'assurer cette progressivité de l'évolution des pratiques et pas d'avoir des incantations des uns et des autres et des incompréhensions. Et donc, et aussi pour favoriser l'échange entre pairs, hein, dont on a vu qu'il était un moteur assez important. Et donc, donc c'est un outil qui est expérimenté notamment en Bretagne dans des groupes. C'est un outil qui a été mis en place par une association qui s'appelle l'Aspari, et c'est un outil qui s'appelle Neso. C'est un exemple hein, parmi d'autres, mais qui permet de qualifier en fait de façon descriptive, qualitative, 4 aspects dans une ferme et de décrire les cohérences des pratiques. Donc NESO, ça veut dire naturel, énergie, sociale et origine. Et cet outil-là qui décrit cet outil-là qui décrit en fait les différents éléments et évolue tous les 4 ans. Enfin, évolue, pardon. Je suis un peu troublé parce qu'il y a des questions techniques, non? Vous m'entendez toujours? C'est ça, effectivement. On vous a un petit peu perdu sur peut-être sur 1 minute ou 2. Alors, c'est possible peut-être de reprendre. C'est un peu compliqué comme question. Voilà, alors à partir du descriptif des 4 pôles de l'outil naturel, origine sociale, etc. Alors, il semble que la connexion avec la Bretagne soit un petit peu compliquée. On va voir si... Énergie, sociale, origine. Et donc, ces 4 axes, en fait, la ferme, ça se passe dans une visite avec des producteurs, avec des consommateurs, avec aussi des élus hein, du territoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne décrit pas quelque chose d'absolu et on se prononce pas sur quelque chose d'absolu, mais sur quelque chose de qualitatif, une description qualitative, et le producteur et les participants à cette visite vont eux-mêmes donner les éléments de progrès, en fait, les marges de progrès qui vont être mises en place. Et donc ça va être inscrit sur le compte-rendu que vous voyez en bas de l'écran. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que vous m'avez perdu. Non, c'est bon, on vous entend bien. Oui, alors on vous entend bien. Ou des collègues. Donc, il y a une marque déposée par
les eaux du bassin rennais en fait est expérimenté dans le cadre d'un marché public auprès des restaurations collectives de la ville de Rennes. Et donc ce marché en fait est associé à un cahier des charges environnementales basé sur la méthode IDEA. Donc IDEA qui est aussi expérimenté par un autre CIVAM qui s'appelle Défis ruraux en Normandie. Donc là, on a quelques éléments qui pourront donner des éléments d'évolution de pratique soutenue par une politique publique d'achat de ces produits-là. Donc ça, c'est en cours hein, et ça va se tenir au courant de l'année 2016. Un autre élément de levier qui peut apparaître, donc là c'est plus sur l'organisation et ça fait écho à ce que disait l'intervenante précédente. Observer à travers déjà la sensibilisation et la mise en place de quelques actions d'optimisation des parcours, notamment 25% d'économie sur certains territoires de la part des producteurs sur la distance et le temps économisé. Et donc, il y a une autre expérience qui peut illustrer ça. C'est une expérience qui est mise en place par une Terroir 44 en fait, avec l'expérience Terroir sur la route. Et là, donc, il y a une économie, donc c'est 12 producteurs et 2 structures collectives qui ont économisé environ 30% de leur kilomètre en mettant en place une organisation collective. Et du coup, ils ont économisé globalement 15 000 kilomètres. Donc voilà, c'est des petits leviers comme ça qui permettent de montrer les éléments d'évolution qu'il est possible d'avoir, notamment pour les producteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y avait moi je retiendrai peut-être 3 éléments en conclusion. Le premier, c'est que il faut vraiment voir la notion de trajectoire. Ça, je pense que c'est pour les producteurs et pour les autres acteurs qui vont accompagner cette évolution, c'est une dimension très importante d'avoir des éléments progressifs. Le deuxième élément, c'est que en fait, l'environnement, ça peut pas être une préoccupation isolée. Elle doit être, et ce serait très contre-productif d'aller dans ce sens-là. Elle doit être accompagnée par des considérations mentales. Et la troisième élément de conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui demandent qu'à être consolidées et dupliquées. Je vous remercie. Merci beaucoup Blaise. Désolée pour les petits problèmes techniques du webinaire. C'est la première fois qu'on a des petits problèmes techniques sur les 3 webinaires et ce qui me permet de rebondir sur une des questions qu'un des participants nous a posées pour savoir si nous avions calculé le gain en GES du fait d'organiser un webinaire par rapport au fait d'organiser une conférence en présentiel. La réponse est donc non, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous avons également choisi cette... Nous n'avons pas fait le calcul. Voilà, nous n'avons pas fait le calcul, mais nous pensons qu'il est effectivement plus intéressant d'organiser un webinaire dans la mesure où nous avons aujourd'hui des gens qui nous ont rejoints pour cette conférence qui viennent à la fois de France, mais également de Belgique, du Canada et même des États-Unis. Alors, je me suis rendu compte que Blaise, j'avais pas pris le temps de vous présenter, donc on va montrer à l'écran pour que tout le monde puisse faire votre connaissance, votre présentation. Et puis donc merci à tous les 3. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ressortent de vos 3 présentations, qui est la nécessité de travailler au plus près des usages des acteurs, que ce soit à la fois des usages des producteurs, mais également des usages des consommateurs pour avancer ensemble. Et il me semble que la dimension de la participation est une dimension clé qui ressort de vos 3 interventions. Je vous propose qu'on passe à la phase de questions. Nous avons reçu un certain nombre de questions pendant les 3 interventions.
Et donc, je vais d'abord commencer par, eh bien, dans l'ordre, par des questions pour vous, Yuna. On a reçu 2 questions, notamment la question des freins en France au développement de ce type de circuit. Donc, est-ce que c'est des problèmes de logistique, de nombre de producteurs qui participent à ces dispositifs ou de sensibilisation du grand public? Et puis une question sur l'agriculture urbaine. Est-ce la forme ultime et idéale de circuit court à votre avis? Donc, je vais vous laisser la parole. Je vous rallume votre micro. Ok. Alors, les freins au développement des circuits courts, ils sont nombreux. Sinon, effectivement, alors en même temps, ils sont nombreux et en même temps, ils se dépassent. C'est-à-dire que on met souvent en avant des freins, les freins qui seraient liés à un manque d'offres disponibles par rapport à une demande conséquente. Je crois que c'est surtout un souci de faire rencontrer une offre qui peut aussi évoluer parce que les choses sont pas. Enfin, il y a pas mal de producteurs qui sont, notamment avec la crise de l'élevage, notamment avec une concurrence vraiment de plus en plus forte sur les filières fruits et légumes, par exemple. Donc, qui peuvent être intéressés par la diversification. Et c'est intéressant, je pense, quand bien même ils font ça d'abord pour des enjeux économiques, pour des questions de survie aussi parfois, pas forcément avec des pratiques environnementales très marquées, mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer, une fois qu'ils sont dedans, on voit que de toute façon, ils ont des trajectoires, et Blaise le montre aussi, des trajectoires qui sont souvent, qui vont vers plus d'écologisation, plus de diversification des productions, parce que ils sont concrètement face à de nouvelles demandes et de nouvelles attentes. Donc une offre enfin c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont très spécialisés, mais par exemple moi je suis à Montpellier, Blaise est en Bretagne, c'est quand même des histoires de territoires avec beaucoup de coopératives et plutôt des monoproductions, et on voit quand même que les choses peuvent changer assez vite, donc c'est pas une fatalité, et puis ce frein peut quand même être assez dépassé. Du point de vue de les freins, ils sont aussi beaucoup liés à. C'est sûr qu'on pâtit enfin, ces circuits, ils ont quand même été pendant très longtemps marginalisés, décrédibilisés, que ce soit par l'État ou par les professions agricoles majoritaires. Donc, il y a encore des images, c'est surtout un problème d'image associé qui peut être vu comme passéiste ou au contraire simplement élitiste, lié, enfin, pour les bobos et pas pour des consommateurs plus ordinaires. Donc ça, c'est vraiment une image qu'il faut contribuer tous à faire évoluer, parce que on le voit, enfin, les circuits courts maintenant sont très diversifiés, il y a des producteurs très différents, depuis des tout petits en AMAP jusqu'à des producteurs de grandes exploitations qui diversifient leur production. Donc voilà, il y a un problème, le frein, il est aussi, voilà, c'est lié à cette image qui est les médias commencent un petit peu à présenter les choses différemment, mais on est surtout quand même sur des images qui n'encouragent pas que ce soit producteurs et consommateurs, donc à s'intéresser à ces produits, à ces circuits, pardon, en pensant que c'est pas pour eux, parce que c'est soit très militant, soit très élitiste, soit donc folklorique ou passéiste et contre la modernité. Donc vraiment montrer, il est important de montrer la diversité à la fois des circuits et des acteurs dedans. Après, les freins, il y a évidemment des freins réglementaires, mais qui peuvent là aussi être dépassés. Ça se voit dans l'exemple des cantines scolaires qui, si elles le veulent, si y a une volonté politique, elles sont même appuyées par l'État pour ça, pour contourner finalement une réglementation sur l'approvisionnement de proximité, pour quand même justement s'approvisionner à proximité pour les cantines, ou la restauration collective en général. Donc il y a un guide qui est proposé par l'État lui-même pour essayer justement, avec des critères spécifiques en termes de fraîcheur, date de récolte, ou donc une stratégie de définition de petits lots permettent quand même de s'approvisionner localement. Donc il y a des freins réglementaires, bon, il en reste, mais pareil, c'est un ensemble de freins qui peuvent être levés. Un frein majeur sur l'élevage, par exemple, c'est quand même
Et là, il y a quand même des contradictions fortes de l'État, hein. Par exemple, d'un côté, un État qui encourage quand même l'approvisionnement local, les circuits courts, puisqu'on a un plan, on a pas mal d'incitations, que ce soit dans le programme alimentaire, le PNA, donc le Programme national alimentaire. Par contre, de l'autre côté, on fait pas grand-chose quand même pour sauver ou maintenir les abattoirs locaux. Et là, c'est d'ailleurs, ça a des répercussions à la fois économiques et environnementales, puisque pas mal d'éleveurs n'ont plus d'abattoirs à proximité, puisque les petits abattoirs sont soumis aux normes des abattoirs agro-industriels qui ne sont pas forcément adaptés aux risques et à leur activité. Donc, et qui fait que souvent ils doivent aller très loin pour abattre leurs bêtes, si bien que environnementalement et économiquement c'est pas du tout intéressant. Donc c'est clair que la filière de l'élevage a quand même des contraintes fortes qui sont pas forcément justifiées du point de vue sanitaire, puisque en Europe, il y a par exemple dans d'autres pays des réglementations spécifiques pour les petits abattoirs locaux, en fonction des réels risques qui sont associés. Donc là, il y a quand même un frein important, en tout cas pour les filières élevage. Après, des freins humains, des freins de méconnaissance, des freins, par exemple, il y a plein de circuits courts. Alors, on se dit que les changements d'échelle, ils viendront, enfin, certains disent que les changements d'échelle viendront des circuits courts via les supermarchés. On a, nous, essayé d'étudier ça, on a vu que c'était compliqué, en tout cas, par contre, là où il y a une vraie marge de manœuvre et potentiel de développement, c'est les circuits courts avec les artisans locaux, les restaurateurs, où là, pareil, en fait, on met beaucoup en avant la distance producteur-consommateur, mais il y a une distance aussi très importante finalement entre les producteurs et tous ces intermédiaires de proximité qui souvent, et donc ils veulent bien le reconnaître eux-mêmes, hein, donc s'approvisionnent plutôt chez Métro que chez des producteurs locaux. Parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'il n'y a plus forcément de lien entre eux, parce que les formations ne sont plus forcément adaptées à l'achat local, je pense aux bouchers par exemple. Donc il y a encore des bouchers abatteurs, mais c'est pas forcément. Donc il y a aussi des bouchers qui n'achètent plus de bêtes en vif. Donc là, il y a vraiment un enjeu de retisser les liens, et c'est sans doute un des freins importants. Donc cette méconnaissance et ce manque de lien entre les producteurs et les intermédiaires de proximité. Donc, voilà. Donc une diversité de freins, mais beaucoup de freins qui peuvent être, sans penser que ce sont des fatalités, parce qu'on est quand même dans un contexte favorable, enfin, mais on n'a pas assez de données aussi pour savoir comment agir bien, parce que manque de chercheurs aussi, et ça, je vous encourage à vraiment solliciter les chercheurs pour travailler davantage sur ces sujets, parce que vraiment on pâtit d'un passé de marginalisation, de décrédibilisation, et donc il faut maintenant tout récupérer et puis faire avancer un ensemble de travaux dans les différentes dimensions, parce qu'on l'a vu justement effectivement que c'est un phénomène complexe. La deuxième question, agriculture urbaine, forme ultime et idéale. À l'INRA, il y a pas mal de nouveaux travaux sur l'agriculture urbaine, mais là aussi, ça peut être, c'est pas si simple au sens où agriculture urbaine, bon, d'un côté, on peut avoir des installations nouvelles en ville avec culture hydroponique, contrôle total de la pression environnementale, mais qui socialement sont pas forcément les plus intéressantes. Et puis des jardins communautaires, urbains, qui permettent la participation, y compris des familles à petit budget. Donc voilà, l'agriculture urbaine, elle aussi, donc c'est une grande diversité. Et il est important en tout cas, la dimension pédagogique, par exemple, de ces jardins, que ce soit pour les consommateurs ou jardiniers amateurs, et a été trouvé. Donc ça, je pense que c'est un élément important, même si penser que l'agriculture urbaine nourrira les villes, non, mais outils pédagogiques par exemple pour les écoles aussi, donc phénomène important, et qui justement peut avoir aussi un impact puissant en termes d'éducation à l'environnement et au goût et à l'alimentation locale, mais comme ferme hydroponique en ville, à voir. On n'a de toute façon pas suffisamment d'exemples pour avoir beaucoup de recul sur ces nouveaux schémas-là.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Gwenaëlle avec deux questions. Une sur le rôle des grossistes et sur le fait que d'autres acteurs peuvent peut-être aussi aider la mutualisation qui ne soient pas des grossistes. Et le participant posait la question sur des réseaux associatifs ou des emplois partagés entre agriculteurs. Et une deuxième question sur le rôle des technologies de la communication et de l'information pour développer et améliorer la logistique de ces circuits. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Oui, très bien. Alors, concernant le rôle des grossistes, effectivement, je l'ai évoqué dans un des scénarios, comme le passage, les producteurs regroupent leur production sur une plateforme et un grossiste se charge de la livraison à des établissements scolaires. C'est un cas, c'est quelque chose qui constitue une solution, notamment pour les collectivités, lorsqu'elles imaginent un schéma d'approvisionnement de la restauration scolaire. C'est pas la seule. J'ai donné un exemple de mutualisation entre producteurs, et là on a différentes choses qui se passent. On a des choses très informelles, donc qui est de se mettre en lien avec un agriculteur voisin pour aller transporter ses marchandises à tour de rôle vers un débouché commercial qui serait le même. On a des choses un peu plus organisées qui peuvent se transiter par les CUMA, par exemple, où là, on peut avoir un investissement commun dans un véhicule, par exemple, qui sera non pas forcément mutualisé, mais au moins partagé, dont les coûts seront partagés et qui permettront effectivement de un moindre investissement en termes de véhicules. Et puis on a aussi plus qui est lors de la mutualisation avec une organisation, par exemple au sein de CUMA, mais d'autres organisations sont visibles, d'un partage de véhicules où c'est un des producteurs qui va, pour son compte propre, transporter avec son accord les marchandises. Donc on a différentes choses qui ressortent. Donc les grossistes ont un rôle, et notamment ils sont très visibles pour tout ce qui est lors de l'approvisionnement de la grande distribution, mais ce ne sont pas la seule solution. Voilà en termes de mutualisation ce que je peux dire. Concernant le rôle des TIC, ce qu'on a vu dans le Pas-de-Calais, c'est qu'il y a un usage loin d'être très développé de sites internet, de moyens de communication ou de moyens TIC qui permettent la prise de commande, par exemple. Les sites internet, ce sont souvent des sites vitrines. Et donc, effectivement, il y a un potentiel énorme. Et je pense qu'on a tous ces outils internet, notamment, mais on a de manière plus générale, tout intérêt à développer les moyens qui permettent de faciliter les relations entre les producteurs et les consommateurs. Actuellement, ce qu'on a vu en Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'il y a un usage très important du téléphone. Pour beaucoup de producteurs, le vis-à-vis est extrêmement important. En GMS, on a plutôt un usage d'Internet, des plateformes dédiées qui peuvent être vraiment très pratiques avec un envoi automatique d'SMS qui permettent de mieux organiser la livraison. Donc on a des choses très variées, mais un usage, en tout cas aujourd'hui, une réalité qui est qu'il y a besoin de développer cette gestion des flux informationnels et donc là une grande marge de manœuvre. En termes de rôle des TIC, je pourrais aussi évoquer un des résultats du projet qui est que on pourrait utiliser les TIC pour pouvoir développer des applications qui permettent aux agriculteurs de pouvoir notamment estimer les coûts de leur trajet et pouvoir
donc les comparer à leur chiffre d'affaires et voir ceux qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas. Et puis aller même plus loin avec une application qui permette, à partir de la saisie des adresses de livraison, estimer également les coûts environnementaux de leur trajet. Donc là, on a des leviers intéressants puisque on est assez d'accord avec les résultats présentés par Blaise Berger, qui est que les opportunités économiques font que tout acte d'organisation logistique bénéfique pour le porte-monnaie l'est aussi généralement en termes de bilan environnemental. Donc on a des choses intéressantes à creuser sur cet aspect-là qui évoque du coup cette question des TIC. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Blaise. Alors, on a eu une question sur la dynamique des agriculteurs. Est-ce que depuis votre poste d'observation, vous voyez une dynamique spécifique vers plus de circuits courts et plus de préoccupations dans le domaine de l'environnement? Ou est-ce que vous pensez que c'est une question qui est principalement portée par les pouvoirs publics et qui a encore du mal à faire son chemin au niveau des producteurs? Des questions également, alors plus des petites questions sur des grands chiffres. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la production était une phase extrêmement importante en termes d'impact environnementaux par rapport au transport. Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet? Et je pourrais ouvrir la question aux trois intervenants. Dans cette série de questions sur les chiffres, là aussi je vous pose la question de Blaise et puis on pourra laisser Yuna et Gwenaël répondre également si vous avez des éléments sur le pourcentage des circuits courts dans l'ensemble de la consommation alimentaire en France. Est-ce que vous avez des chiffres? Et est-ce que vous savez s'il a été produit à l'échelle internationale des chiffres en termes de gaz à effet de serre des transports des produits agricoles? Voilà. Donc je passe la parole à Blaise et puis ensuite on fera un tour avec Yuna et Gwenaël sur les questions de chiffres. Oui, donc sur la question des dynamiques en fait qui accompagnent ces trajectoires là, au niveau producteur en fait, on a pu observer, bon c'est un indicateur comme un autre, hein, donc la Bretagne est une bonne illustration puisqu'on a 10% des producteurs qui sont en circuit court. Et du coup, on a pu observer ces 10 dernières années une explosion du nombre de producteurs, hein, c'est assez important. Et dans ces producteurs, en fait, c'est souvent des nouvelles personnes, enfin des nouveaux installés. Et on s'aperçoit que beaucoup sont issus, enfin adoptent un mode de production soit biologique, parce que c'est souvent une façon les circuits courts sont souvent une façon de bien valoriser ces modes de production, ou alors qui font évoluer leur mode de production dans les trajectoires telles que je les ai explicitées. La nouveauté, la grande nouveauté, donc ça c'est un processus long, hein, qui en Bretagne et je crois en France est accompagné de façon très partielle, hein. Il n'y a pas de politique réelle pour accompagner ces dynamiques-là, hein. On est un peu au coup par coup, on n'est pas sur des éléments globaux. Il y a globalement les outils d'accompagnement sont adaptés au circuit long, en fait, hein. On peut parler des MAE, par exemple, des dispositifs du second pilier de la PAC. On peut parler d'éléments comme ça qui permettent d'accompagner et de valoriser en fait les pratiques environnementales qui sont faites. Et au sein du réseau CIVAM, il y a beaucoup de références et d'efforts qui ont été faits dans ce domaine-là. Et on a des résultats très très bons à ce niveau-là. Mais ça, on parle de circuit long. Et donc, ces éléments sont pas pour des questions de taille, hein. En Bretagne, on observe que comment les fermes en circuit court économisent 20% de foncier par rapport aux fermes en circuit, à la ferme Bretagne. Et donc, du coup, les outils qui ont été conçus pour, disons, les circuits longs sont pas forcément adaptés pour des raisons aussi de
de pratique, de technicité, etc., sont pas tellement adaptés au circuit court. Donc, il y a des expériences pour accompagner ces dynamiques-là. Je citais tout à l'heure l'expérience de Haut en Saveur, en fait, qui est une expérience, à ma connaissance, une des expériences uniques en France, hein, qui souhaite vraiment accompagner la progressivité. Et donc, ça a commencé par un marché expérimental avec un appel d'offres où il y a 3 producteurs qui ont été réunis, 2 producteurs laitiers et un producteur de porc pour fournir la restauration collective de la ville de Rennes. Mais le souhait, c'est de cette marque Haut en Saveur, c'est de pouvoir se diffuser pour justement permettre une reconquête de la qualité de l'eau au niveau des bassins versants, de se diffuser au grand public. Donc on pourrait très bien avoir demain, et c'est une des idées, des marques locales environnementales. Enfin là c'est pour la qualité de l'eau, mais on a vu que c'était un élément global qui se mettait en place pour le grand public, donc dans les différents lieux où on trouvera des produits locaux. Donc ça c'est l'idée. Et donc il y a par exemple dans le comité de pilotage de cette dynamique-là, il y a des Eau de Paris par exemple qui participent. Il y a d'autres bassins versants ou d'autres dynamiques de bassins versants, d'autres collectivités qui participent. Donc c'est une démarche qui est expérimentale pour l'instant, mais qui pourrait permettre de développer un peu comme il y a eu à Munich ou dans d'autres collectivités, dans d'autres territoires, des démarches assez innovantes par rapport à cet aspect-là. Donc c'est un chemin qui est en cours et je pense qu'il faut vraiment accompagner ces trajectoires-là et pas les prendre et accompagner leur progressivité plutôt que de mettre des choses et favoriser la mise en place de réseaux et de mobilisation en fait partenariale plutôt que d'incanter des changements et de les imposer par le haut, ce qui ne serait pas du tout productif. Donc voilà, donc il y a plusieurs exemples, c'est intéressant de les suivre et d'en tirer les enseignements et de pouvoir dupliquer les enseignements aux personnes qui le souhaitent et aux collectivités qui le souhaitent. La deuxième question, c'était par rapport à la place de la production dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, on a que c'est des données de l'IFEN hein, qui disent que 57% de la contribution de gaz à effet de serre est faite par la production, de façon voilà. Ça a été repris en 2013, si ma mémoire est bonne, par une note du commissariat au développement durable, donc le ministère de l'écologie. Donc on souffre vraiment de connaissances. Hein, je crois que des connaissances un petit peu contextualisées, consolidées, qui sont faites et par les personnes issues de la recherche et par les personnes issues du développement. Voilà, on est vraiment dans une dynamique où on a besoin vraiment de connaissances assises sur des éléments. Et donc, c'est un des buts du RMT. Le RMT alimentation locale, c'est un réseau mixte technologique qui est un réseau en fait qui s'est mis en place au début de l'année, là en janvier, et qui vise justement à favoriser le partage de connaissances et le montage de dispositifs pour approfondir ces connaissances. Et il y a notamment un groupe de travail qui va travailler sur la performance, sur les performances, et en particulier la performance environnementale. Et donc c'est un groupe de travail qui va produire des documents, des pistes d'approfondissement pour que justement on puisse avoir ces données dans le meilleur délai. Et donc il y a un premier temps de réflexion un peu collective qui se tient le 19 novembre donc à Paris. Et donc par rapport aux chiffres sur la consommation alimentaire,
La seule donnée un petit peu qu'on a là-dessus, c'est au niveau de l'agglomération de Rennes. En fait, on a fait une enquête assez fouillée pour capitaliser en fait tous les volumes d'activité qu'on trouvait à travers les dispositifs de systèmes alimentaires locaux, et on a trouvé que la consommation alimentaire locale représentait 2 à 4% de la consommation alimentaire globale. Donc 2 à 4%, c'est les données locaux, enfin c'est les données au niveau de Rennes, et à ma connaissance, il n'y a pas de chiffres consolidés nationaux. On a les chiffres du recensement agricole qui sont, mais ça c'est pas sur la consommation. Il y a aussi le projet CODIA qui a produit des connaissances, mais là on est sur des éléments de sondage, on est sur des éléments qui sont pas comment consolidés au niveau national. On est sur un millier de personnes qui se sont exprimées. Et donc sur le troisième élément, sur les chiffres au niveau mondial par rapport aux contributions de gaz à effet de serre de l'alimentation, enfin, les éléments pareil sont peut-être à consolider dans les éléments qu'on peut avoir. C'est que voilà, c'est à environ 30%, moi, c'est ce que j'avais cru voir, mais bon, peut-être les autres pourront compléter, environ 30% l'alimentation contribuerait pour 30% aux émissions de gaz à effet de serre. Merci, merci bien. Sur cette question des chiffres, je vous invite également à aller vous consulter sur le site internet de l'IUFN la présentation de Tara Garnett à la conférence en ligne numéro 2, qui a présenté quelques grands résultats à l'échelle mondiale sur la contribution relative des différentes phases du système alimentaire. Et également la présentation de la ville de Londres, qui montre, qui a fait l'exercice de regarder les gaz à effet de serre des différentes phases du système alimentaire qui nourrit Londres, et qui a également produit des résultats à ce sujet. Du coup, je vais passer la parole, alors peut-être d'abord à Yuna et ensuite à Gwenaëlle, sur cette question des chiffres si vous souhaitez la compléter, mais également pour vous poser, je pense, ce qui sera la dernière question de notre conférence en ligne, une série de questions autour des enjeux de labellisation des circuits courts, du fait de montrer aux consommateurs le fait que les produits qu'il achète sont issus de circuits courts, un peu sur le modèle du bio. Yuna, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qui est intéressante? Et également, l'idée de passer d'un label Origine France à plutôt des appellations régionales voilà, au niveau français. Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante? Gwenaëlle, je vous poserai exactement la même question tout à l'heure, et puis on finira avec la même question, mais du point de vue de Blaise. Donc Yuna, je vous laisse la parole. Bien, merci. Donc, au niveau des chiffres, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et Blaise l'a rappelé. C'est vrai qu'on a un déficit de chiffres parce que les circuits courts n'ont pas été étudiés depuis. Enfin, ils commencent à être étudiés depuis la période récente. Donc, on n'a pas d'historicité. Il y a des chiffres. Enfin, au niveau des producteurs, donc on a le RA, c'est ce qu'on a 10%. Enfin, pardon, 20% des exploitations vendent en circuit court. C'est très contrasté selon les régions, les filières, c'est en fruits et légumes et en miel que c'est le plus développé. La viande pose plus de difficultés, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis les céréales, il y a moins l'habitude de ça. Ce qui est intéressant quand même, c'est par rapport à si on regarde, mais là, c'est des recueils qu'on a qui sont pas effectivement consolidés au niveau national, en tout cas dans les installations, en particulier en maraîchage, on est d'après recueil des données, donc vraiment une majorité d'installants directement en circuit court. Donc peut-être aussi avec le changement de génération, le renouvellement des agriculteurs, les choses sont peut-être en train de se passer. Mais bon, hypothèse à vérifier. Du point de vue des consommateurs, donc effectivement l'enquête nationale CODIA a quand même essayé d'avoir un échantillon représentatif de la population française.
on a pu observer que 42% des Français déclarent avoir acheté des produits en circuit court dans le mois qui a précédé l'enquête. Effectivement, on est sur du déclaratif, et on n'a pas forcément d'indication de volume, mais pour autant, ça corrobore des enquêtes donc régionales, où on voit que ça s'inscrit dans les pratiques ordinaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus. Et ce qui est surtout intéressant dans cette enquête, c'est que parmi les nouveaux consommateurs, c'est-à-dire moins de 1 an ou de 1 à 5 ans, donc on a des consommateurs qui appartiennent aux catégories sociales moyennes, voire ouvriers, qualifiés. Donc on n'est plus simplement sur des consommateurs de type cadre ou catégories socio-professionnelles plus supérieures qui restent surreprésentés, mais les choses sont sans doute en train de changer au niveau des consommateurs, parmi les consommateurs les plus récents, évidemment en lien avec une diversification des circuits courts qui sont plus visibles et plus pratiques aussi, les paniers sur Internet, des boutiques de producteurs qui s'installent dans les zones commerciales, donc vraiment un effort aussi de la part des acteurs de l'offre pour se rendre plus visibles et plus pratiques. Après, bon, au niveau des achats globaux, l'ADEME a fait une évaluation en disant que ça représenterait 6 à 7% du budget alimentaire, l'achat en circuit court. Pour autant, nous, on a essayé justement on commence à travailler un peu là-dessus. On pense que c'est sous-estimé parce que, notamment, il y a les circuits courts dans leur diversité n'ont pas forcément été bien pris en compte, mais c'est vraiment très compliqué parce que, par exemple, un marché de plein vent, il y a des producteurs, il y a des revendeurs qui sont certains pour partie en circuit court et puis d'autres qui sont complètement en circuit long. Donc c'est vraiment très difficile de savoir les parts de marché que ça représente également. Mais on va essayer justement de faire en sorte d'avancer dans la production de ces données. À l'échelle internationale, des chiffres, alors tout à l'égard des effets de serre, là aussi l'ADEME a fait pas mal de choses récemment, notamment, surtout montrer le gros déséquilibre sur tout ce qui transite en avion, qui représente, dans mes souvenirs, 1% simplement du volume des produits alimentaires donc échangés dans le monde, mais avec une contribution vraiment très importante aux gaz à effet de serre. Et ça a été confirmé dans le projet Glamour. Dans le projet Glamour, on a pris des cas européens, mais aussi, par exemple, on a comparé l'asperge du Pérou par rapport à une asperge produite en Europe, une asperge qui vient en avion. On a travaillé aussi sur le haricot vert, le fameux haricot vert qu'on trouve pas cher à Noël, haricot vert qui vient du Kenya, qui vient en avion et qu'on trouve à 1 euro, 2 euros en supermarché à Noël. Le bilan est quand même très très mauvais du gaz à effet de serre. Donc vraiment, en tout cas, les transports en avion sont très coûteux d'un point de vue environnemental. Pour la question donc voilà, d'une production de données sur lesquelles on progresse, mais avec vraiment un effort à faire et qui suppose vraiment davantage de compétences, en particulier en recherche. On a quand même encore de la difficulté à mobiliser des collègues. Par rapport à la labellisation, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, notamment dès le plan Barnier 2009 avec la définition circuit court. Donc il y a eu un débat autour non pas un label, mais plutôt une charte d'adhésion volontaire au niveau national. Il y a eu des réticences de la part des professionnels agricoles, des représentants de la profession agricole, moins du côté des intermédiaires justement, qui pensaient que ça aurait pu être intéressant pour valoriser l'effort de certains pour s'approvisionner directement et localement. Des réticences parce qu'en fait, mais compréhensible aussi dans la mesure où il y a une telle diversité que voilà, fixer des normes, des distances ou des tailles de ferme, par exemple, c'est pas intéressant. En GAEC, par exemple, on est sur des grosses structures mais partagées collectivement, qui permettent aux agriculteurs de s'entraider, de mutualiser, de prendre des vacances et qui peuvent être justement bien inscrits dans les circuits courts et être des acteurs importants des circuits courts. Et donc si on dit circuit court égale petite ferme, ça va pas. Donc c'est très compliqué comme sujet. Au niveau européen, la question s'est posée aussi puisque l'ancien commissaire à l'agriculture, Damian Ciolos, voulait mettre en place alors un label peut-être pas, mais là pareil, un signe en tout cas sur produit de ma ferme, mais une vraie difficulté à
en même temps cadré et tout en respectant la diversité, et ce serait contre-productif de la limiter aujourd'hui, étant donné justement que c'est cette diversité qui fait l'intérêt aussi des circuits courts, que ce soit du côté des producteurs, des intermédiaires ou des consommateurs. Pour autant, alors les marques régionales, elles existent déjà. Donc après, là pareil, marques régionales, certaines ont des conditions sur la matière première, d'autres non. Donc la plupart des marques régionales quand même, c'est surtout des marques de produits transformés en région, avec assez peu d'exigences sur l'origine de la matière première. Donc on invite aussi les consommateurs à être vigilants là-dessus et à se renseigner justement sur les marques régionales, parce que souvent on voit qu'il y a ça ne correspond pas aux attentes. Après, donc des systèmes plus locaux, plus participatifs, avec des systèmes de garantie participative, c'est sans doute en tout cas une piste à travailler qui, si elle s'expérimente davantage et qu'elle montre son intérêt, peut être un élément important pour rediscuter éventuellement d'une charte cadre, que ce soit au niveau national ou européen. Merci beaucoup. Alors Blaise, je vais vous laisser la parole avec la lourde charge de répondre à la question sur la labellisation en une petite minute. Bon, donc, est-ce que vous partagez le Yuna sur la question de la labellisation? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous laisse la parole. Une minute pour répondre à cette question complexe. Bon, je vais pas m'y risquer parce que c'est pas possible. C'est un gros débat et moi je pense qu'il faut qu'on observe en fait ce qui se passe et avant de prendre de statuer sur quelque chose. Moi j'observe que par exemple dans des magasins de producteurs, ils mettent en place par exemple ce que j'évoquais là tout à l'heure, des boussoles NESO. Ils mettent donc c'est des systèmes de garantie participatif, hein, ça revient à ça. Avant de statuer sur ça, je pense que c'est important de bien observer, et encore une fois, je me répète un peu, mais le RMT alimentation locale peut être un lieu pour ça, pour observer ce qui se passe et promouvoir un élément, des éléments de labellisation consolidés. Alors sinon, il y a tous les éléments déjà hein, de labellisation. Donc c'est la manipulation aussi de tout, les SICO, hein, les signes de qualité. Donc c'est l'articulation de tout ça. En une minute, c'est difficile de trancher, de donner un élément, mais observons ce qui se passe. En fait, on a tendance à pas se servir de labellisation parce que la meilleure labellisation et la meilleure valorisation de leurs produits, c'est ce qu'ils défendent et c'est ce qu'ils défendent auprès de leurs consommateurs. Merci beaucoup. Et alors, du coup, le mot de la fin en quelques instants à Gwenaëlle sur cette question de la labellisation également. Alors oui, juste un mot, dans le cadre d'enquêtes qualitatives effectuées dans le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes intéressés à tous les organismes auxquels prennent part les producteurs, et on s'est rendu compte d'une grande richesse, mais aussi d'une grande complexité avec des organismes qui valorisent les circuits courts, d'autres qui valorisent certains produits liés ou pas aux circuits courts, valorisant le bio ou alors mettant une étiquette purement produit, liée aussi à un territoire, et d'autres qui valorisent surtout le territoire. Donc c'est une grande complexité. On a essayé d'en créer un indicateur de participation locale, par exemple. C'est très complexe de pouvoir démêler tous ces fils entre ce qui est de l'ordre du circuit court, du produit ou du territoire. Par contre, on a pu identifier qu'il pouvait y avoir un lien entre des pratiques d'organisation logistique et une certaine habitude de travailler avec certains organismes qui valorisent tour à tour les circuits courts et les produits ou le territoire, et notamment tout ce qui est de l'ordre des initiatives des collectivités territoriales pour le développement, par exemple, d'une offre pour la restauration collective. On a pu voir un lien entre ces démarches qui mettent en lien des producteurs et un souhait plus fort d'aller vers des démarches de mutualisation entre producteurs. Donc on a là des choses intéressantes, je pense, qui peut se passer pas seulement
pour le consommateur, mais aussi de la part du producteur et de l'intérêt de ces labels-là. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette conférence en ligne. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 intervenants qui se sont pliés au jeu de la conférence en ligne et des questions, toutes les questions techniques qui y sont liées. Je tiens à remercier aussi les participants et toutes les questions que vous avez posées. Il y a un certain nombre de questions de détail que vous avez posées qu'on n'a pas pu poser en direct, mais auquel on pourra répondre par la suite. Donc voilà, vous recevrez dans les jours à venir un lien avec un certain nombre de réponses et puis aussi les présentations des intervenants. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière conférence en ligne de cette initiative qui s'intéressera à la question de l'adaptation des systèmes alimentaires urbains au changement climatique et qui sera cette fois-ci en anglais. Merci beaucoup, au revoir.